Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV 78, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de ce mercredi 22 janvier. Inauguré en 1975, le lycée franco-allemand de Buc est entré dans une phase de réhabilitation et d'extension. Ce matin, le département des Yvelines et la région Île-de-France ont posé symboliquement la première pierre du chantier qui devrait se poursuivre pendant 2 ans. Elle est née officiellement au 1er janvier 2020. L'université Paris-Saclay se donne l'objectif de devenir le numéro 1 français. L'UVSQ y siège pour le moment comme université membre avant une fusion totale en 2025. Quelle place aura-t-elle dans la gouvernance? Élément de réponse. Enfin, au chapitre des élections municipales, elle est candidate à Villepreux. Valérie Bain sera à la tête d'Agir avec vous pour Villepreux, une liste qui se veut citoyenne et participative. Le début de ce journal avec l'information du jour. Le lycée franco-allemand de Buc aura bientôt un nouveau visage. Ce matin, la région Île-de-France, le département des Yvelines et l'Académie de Versailles se rassemblaient pour poser symboliquement la première pierre du chantier. L'établissement connaît d'importants travaux de rénovation depuis le mois de septembre 2019. Mélanie Poquet. Une première pierre symbolique. Le 22 janvier 1963 était signé le traité de l'Élysée, donnant naissance en 1975 au lycée franco-allemand qui connaît aujourd'hui une rénovation complète. Des travaux d'un montant de 56 millions d'euros pris en charge par la région et le département. La région veut des lycées campus aujourd'hui, très tournés vers l'enseignement supérieur, la préparation de la vie professionnelle et tout ça, évidemment, ça conduit à des bilicences, ça conduit à des études supérieures de lettres. Le département des Yvelines, avec la région Île-de-France, voulait véritablement aboutir, jusqu'au moment où le département a pris la décision de faire, parce que la région disait oui mais ne nous accompagnait pas, jusqu'à ce qu'il y ait la volonté de Valérie Pécresse qui vient de s'exprimer. 69 salles d'enseignement, plus de 12 000 mètres carrés, un gymnase et un plateau sportif ouvert au public. Accueillant aujourd'hui près de 900 élèves, le lycée pourra recevoir jusqu'à 1300 jeunes. Il y a une liste d'attente, alors c'est peut-être lié au fait qu'il n'y a qu'un seul établissement en France aujourd'hui et où on essaye de venir ici suivre un enseignement de qualité mais porté sur une culture internationale et sur un cursus qui permet aux élèves d'aller très facilement ensuite faire leurs études à l'étranger. L'anglais aujourd'hui c'est comme les mathématiques, il faut le savoir. L'allemand est un vrai atout en plus et ça les gens se rendent compte que ça les aide dans leur avenir personnel, professionnel, culturel. Les premiers pas des élèves dans leurs nouveaux locaux devraient se faire pour la rentrée 2021. La dernière phase des travaux est prévue pour le 31 mars 2022. Quasiment au même moment, une cinquantaine d'enseignants s'est donné rendez-vous devant les locaux de l'Académie de Versailles. Une mobilisation dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites et aussi contre le nouveau baccalauréat. Et les professeurs ont déposé devant les grilles du rectorat des livres et cahiers et ont affiché plusieurs faux chèques d'un montant de 50 000 euros. Les explications au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Chaque fin d'année, les recteurs et les directeurs académiques de l'éducation nationale reçoivent une prime de 50 000 euros. Alors c'est sûr que ça favorise d'autant plus le système de réforme à points. En ce qui concerne les enseignants, ils ont très peu de primes et c'est aussi pour ça qu'ils vont être massacrés par cette réforme. Les enseignants qui seront dans le cortège interprofessionnel demain jeudi à Versailles, manifestation qui partira depuis la gare des Chantiers pour se rendre sur la place d'Armes devant les grilles du château de Versailles. L'Académie de Versailles justement a présenté la semaine dernière un plan de prévention des violences pour un climat scolaire apaisé. Dans les communes de Saint-Quentin en Yvelines, la prévention face au harcèlement scolaire et à l'isolement des jeunes était déjà active. Reportage à Plaisir et aussi à Montigny-le-Bretonneux avec Marie-Lania Pichino et Jade Brun. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire. En plus de faire preuve de vigilance, il est nécessaire de faire de la prévention. Dans les cours de récréation des écoles élémentaires de Plaisir, des bancs bien identifiables ont fait leur apparition au mois de décembre. J'ai eu une dispute, j'ai été m'asseoir sur le banc, puis après il y a quelqu'un qui est venu pour qu'on joue ensemble. Car ce banc vert est un banc de l'amitié. Inspiré par une école privée du département, la ville de Plaisir a souhaité l'installer dans toutes ses écoles. Le fait d'avoir un banc de l'amitié, ça permet à des enfants d'avoir un lieu repère pour se positionner, pour s'y asseoir et faire comprendre aux autres, sans forcément le verbaliser, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Plus que le harcèlement, ce banc est un outil de lutte contre l'isolement dont les enfants se sont déjà saisis.
La demande de ce banc avait même été faite par un jeune de cet établissement scolaire il y a quelques années. Pour les collégiens de Montigny-le-Bretonneux, n'importe qui pourrait être pris pour cible du harcèlement. La prévention passe aussi par le théâtre. La ville a établi un partenariat avec les établissements depuis une dizaine d'années. Ils suivent des ateliers sur le bien vivre ensemble tout au long de leur scolarité. La séance de débat théâtral intervient une fois par an pour les classes du 4e. Les équipes enseignantes nous le disent aujourd'hui qu'en fait les jeunes viennent plus parler. C'est pas forcément les jeunes qui sont victimes, mais voilà, les amis, l'entourage, ils vont aller plus parler vers l'adulte. Ils ont un peu plus conscience des personnes référentes autour d'eux. Au programme 4 scènes représentant des situations de harcèlement, les adolescents sont ensuite invités à monter sur scène pour entrer dans la peau d'un personnage et corriger les comportements. Les adultes encadrant les établissements nous le disent, c'est comme un petit miracle parce qu'ils voient leurs élèves d'une manière différente. Finalement, est-ce que les élèves ne viennent pas faire passer leur message à travers des personnages ? La magie opère, les jeunes improvisent avec les comédiens et trouvent les solutions pour éviter les situations de harcèlement. De la mise à l'écart à cause d'un physique ou d'une tenue vestimentaire au cyberharcèlement, toutes les thématiques sont abordées. Je suis passée avec Kenza, elle se faisait harceler, elle allait se faire agresser et je l'ai défendue. Une fois le spectacle terminé, les enseignants sont amenés à poursuivre le travail. Objectif, amener les jeunes à parler. Et pour parler et signaler des faits de harcèlement scolaire, un numéro d'appel existe, un numéro d'écoute, c'est le 3020. Elle est née officiellement au 1er janvier 2020. L'université Paris-Saclay, créée par décret en novembre, est entrée en vigueur depuis le début de l'année. L'ambition pour cette grosse université, devenir la première française et aussi entrer dans le top 20 mondial. On parle de cette actualité avec Alain Buis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UVSQ qui fait partie des 7 établissements qui composent cette université Paris-Saclay. Je rappelle qu'au sein de cette grande université, il y a 3 universités, donc l'UVSQ, l'université Paris-Sud, l'université d'Evry, 4 grandes écoles et aussi des organismes de recherche. L'UVSQ qui a changé son identité visuelle tout récemment en intégrant le logo de Paris-Saclay. Ça veut dire que le processus de fusion, on va en parler dans un instant, il est totalement lancé? Oui, il est totalement lancé, il est irréversible, il est irrévocable et il sera bénéfique pour l'université et pour le territoire également. Et c'est une fusion donc, qui va être progressive en 2025, on en parle juste après, mais des diplômes étaient déjà estampillés Paris-Saclay, étaient déjà délivrés par l'université Paris-Saclay. Là, la création de l'établissement qu'on appelle l'établissement expérimental Université Paris-Saclay, qui est maintenant une vraie université dans laquelle l'UVSQ a été tout au long co-construit, et l'aboutissement finalement de plusieurs années de synergie et de collaboration qu'il y a eu entre les différents partenaires. Et l'UVSQ, évidemment, est déjà largement engagé dans cette université. Et donc, il y a beaucoup de nos diplômes, surtout nos diplômes de master, 80% de nos diplômes de master et la totalité des diplômes de doctorat qui sont déjà mutualisés. Et ces enseignements ont lieu, ces formations ont lieu sur le territoire, sur nos campus et qui sont délivrés par nos enseignants. Donc on précise à ce jour que parmi les 3 universités qui composent l'université Paris-Saclay, seule l'université Paris-Sud a fusionné totalement au 1er janvier. L'UVSQ, ce sera en 2025. À ce jour, l'université a un statut de membre associé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la gouvernance? Quelle place a l'UVSQ au sein de cette université Paris-Saclay? Alors, pour bien comprendre, un processus de fusion d'université, c'est un processus opérationnel qui est complexe, donc qui nécessite du temps. Et donc, ces 5 ans qui sont à venir sont nécessaires et sont indispensables pour opérer cette fusion. Et malgré cela, l'université, comme je vous l'ai dit, elle a toujours été actrice de l'université Paris-Saclay et elle appartient à l'université Paris-Saclay. Et j'en veux pour preuve, et ça c'est ce sentiment d'appartenance, c'est qu'il y a actuellement, il va y avoir la semaine prochaine des élections des instances de gouvernance de l'université Paris-Saclay, mais pour lesquelles tous les personnels, sans exception de l'université de Versailles-Saint-Quentin-du-Vigne, vont être électeurs et éligibles dans ces instances-là. Vous espérez que ces membres de l'UVSQ ont des places, on va dire des bonnes places au sein de cette université Paris-Saclay, qu'ils soient bien représentés au sein de cette grosse université? J'ai la conviction qu'ils en auront parce que c'est notre université, c'est leur université aussi.
Alors l'ambition, je le disais, c'est de devenir la première université française, de figurer dans les classements mondiaux. Est-ce que, d'après vous, c'est un objectif réaliste? On précise que cette université à terme regroupera 80 000 étudiants, plus de 10 000 enseignants-chercheurs. C'est un objectif réaliste de se dire on va être la première université française? Si vous voulez, c'est plus que réaliste. Je pense que c'est une réalité, en tout cas la première, sinon pas très loin, donc ça, et on a déjà, évidemment, on construit ce projet, on savait déjà qu'on aurait cette dimension à la fois internationale, d'être dans le top 20 des universités dans le rang mondial, et puis on les a quantifiés, les forces pour être la première. Si on revient juste sur la date de 2025, ça veut dire que l'UVSQ aura totalement disparu, sera fondue dans cette université Paris-Saclay? Oui, elle sera fondue, mais elle ne va pas disparaître. Ce qui faisait l'existence de l'UVSQ ne va pas disparaître. Les campus vont être renforcés et on va investir dans les campus, et ces campus vont devenir des campus de l'université Paris-Saclay au même titre que les autres campus de l'université. Et quelle stratégie doit adopter, à votre avis, l'université face à un autre pôle qui s'est monté sur le plateau de Saclay autour de l'Institut Polytechnique? Ça s'appelle d'ailleurs l'Institut Polytechnique. Ça regroupe Polytechnique, HEC et d'autres grandes écoles. Est-ce que l'idée, c'est d'être dans de la concurrence, ou dans une stratégie de collaboration? C'est ni de la concurrence et de la collaboration, elle existe. Je crois qu'on s'adresse aussi à des publics différents et que ce sont des objets qui se regroupent, des établissements qui se regroupent mais qui existaient avant. Donc si vous voulez, la situation ne change pas. Tout ce qui peut être globalement sur le plateau de Saclay, qui puisse faire valoriser au mieux la science française au niveau mondial, est une bonne chose. Voilà pour l'université Paris-Saclay. On suivra bien sûr l'évolution des choses. Une autre actualité pour l'UVSQ, l'université a inauguré tout récemment le Cube. C'est un espace pédagogique au sein de la bibliothèque universitaire de Guyancourt. Comment ça fonctionne concrètement et quels sont les objectifs de cet espace? Alors c'était un projet ambitieux et qui marque bien, c'est aussi lié au projet Paris-Saclay, notre stratégie est liée, où on va mettre en place de nouveaux moyens pour la pédagogie, donc on appelle ça de l'innovation pédagogique. On utilise également des moyens numériques. Et donc c'est un projet qui a été co-construit avec l'Université numérique Île-de-France, qui nous a soutenus. Et donc c'est afin de créer un espace pour des apprentissages, pour changer les apprentissages, qu'ils soient formels ou informels, des choses modulables, et donc qui vont venir accompagner les nouvelles méthodologies d'enseignement qui se mettent progressivement en place et qui sont adaptées à notre temps. Merci Alain Buy. Je rappelle que vous êtes le président de l'université Versailles 50 ans en Yvelines. Merci. Une dernière cérémonie de vœux pour Jean-Luc Ourgaud à Montigny-le-Bretonneux. C'était cette semaine à la ferme du Manet. Le maire sortant, qui ne se représentera pas, a fait le bilan de ses 25 années passées au conseil municipal. Ses 3 ans aussi en tant que maire. L'occasion de revenir sur les projets qu'il a pu mener, notamment sur le Forum des Arts Charles Aznavour, le pôle Petite Enfance, mais aussi le club Le Village qui est en pleine rénovation. Les propos collectés par Mathilde Demy. Je voudrais surtout insister sur la maison de santé pluridisciplinaire, universitaire. C'est vraiment une belle innovation. À terme, 17 à 18 praticiens. Donc c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis 3-4 ans. Voilà, il arrive là maintenant à la fin, à sa réalisation, en tout cas en termes d'aménagement. Toujours à Montigny-le-Bretonneux, une nouveauté de 2020 pour le centre commercial SkyWest. L'ouverture le 7 février prochain de l'espace simulation Highway. Cette entreprise lyonnaise propose de conduire des voitures de course, de se lancer aussi dans une mission spatiale ou de participer, pourquoi pas, à un escape game. Nicolas Dandry et Jade Brun pour le reportage. Piloter une Formule 1 ou une voiture de rallye, c'est l'expérience proposée par l'espace de simulation Highway. Cette société lyonnaise s'installe dans le centre SkyWest avec la possibilité de se lancer dans une course avec 6 joueurs. On va, pendant une quarantaine de minutes, commencer par vous équiper, vous briefer, vous installer dans les voitures. Tout l'intérêt, c'est de faire vivre les sensations que ressentent les pilotes professionnels. Cette activité innovante dans le secteur du loisir s'accompagne d'une expérience de réalité virtuelle collaborative avec plusieurs histoires. On a une mission qui s'appelle ISS Rescue, on vous envoie dans l'espace
pour une mission de routine, sauf que ça ne va pas tout à fait se passer comme ça aurait dû se passer. Vous allez avoir 45 minutes, vous allez être à 408 km au-dessus de la Terre et vous allez être en équipe pour essayer de solutionner ce qui se passe. Et on a une autre expérience qui s'appelle Opération Black Space, on est plus dans la peau d'un commando. Highway propose aussi des scénarios d'escape game classiques, une entreprise déjà expérimentée. Elle a ouvert son premier centre en 2008 à Lyon avec des prix variant de 25 à 99 € en fonction des activités. Notre modèle économique, il est véritablement bâti sur une clientèle grand public, une clientèle entreprise. Aujourd'hui, 50 ans Yvelines, c'est quand même le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien. Donc sur cette partie entreprise, c'était une véritable valeur ajoutée. Derrière, ça reste quand même un bassin de population qui est dense. Ce nouveau centre cible aussi la clientèle parisienne. Objectif d'Highway, un chiffre d'affaires prévisionnel de 2,5 millions d'euros. L'ouverture est prévue le 7 février prochain. La page dédiée aux élections municipales pour terminer ce journal focus ce soir sur la commune de Villepreux. Depuis plusieurs week-ends, la liste Tous pour Villepreux menée par Sylvie Sevin-Montel a décidé d'aller à la rencontre des habitants. Le 19 janvier, l'équipe s'est rendue dans le quartier de Rambouillet. Aurélie Ronze et Mickaël Elmidoro. C'est à l'extérieur que Sylvie Sevin-Montel, tête de liste de Tous pour Villepreux, a choisi de mener sa campagne. Élue depuis 12 ans, elle s'est entourée d'une équipe représentant tous les quartiers de la ville. Voilà pourquoi elle a choisi ce mode d'action pour aller à la rencontre des habitants. Et ces balades urbaines, c'est très novateur comme concept, ça ne s'est jamais fait à Villepreux et dans quasiment aucune ville des Yvelines à part une ou deux. Et donc le concept d'aller in situ, sur le terrain, des horaires précis, à la rencontre des Villepreuxiennes et des Villepreusiens, ça a vraiment du sens. Eh bien parfait, c'est gentil monsieur. Merci à vous, merci pour votre soutien. C'est une bonne idée, ce sera l'occasion de donner des idées sur les améliorations à apporter dans le quartier. Parmi les grands thèmes du programme de Sylvie Sevin-Montel, la sécurité, le cadre de vie, le développement durable et la proximité avec les élus. J'allais faire mon petit footing là, en marchant forcé. Et puis je l'ai rencontrée. Elle a une grande expérience aussi de la ville. Je pense que c'est la candidate idéale. Tous pour Villepreux est une liste sans étiquette et ne bénéficie pas de soutien de partis politiques. Nous voulons être libres. On ne veut pas que dans 2 ans, 3 ans, on nous dise écoutez, on vous a aidé en 2020, voilà, il faut nous renvoyer l'ascenseur. D'autres balades urbaines sont prévues le week-end du 25 janvier. L'équipe de Tous pour Villepreux se rendra notamment quartier du Vieux Village et du Prieuré, ainsi que dans le quartier du Val-Joyeux. Une autre liste sans étiquette pour ces élections municipales à Villepreux, celle menée par vous, Valérie Bain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste d'Agir avec vous pour Villepreux, une liste qui se veut citoyenne, ouverte et participative. Et c'est une liste qui regroupe des habitants, des commerçants, des acteurs du secteur associatif, mais aussi 2 conseillers municipaux actuels d'opposition. L'idée, c'est que ce soit une candidature plurielle qui unisse les forces, finalement. Oui, alors la liste, elle s'est d'abord créée sur les projets et effectivement, nos idées ont attiré des gens qui étaient de tous les milieux, de tous les environs, de tous les quartiers. Donc voilà comment ça s'est passé. Et c'est un processus qui remonte à 1 an, cette constitution de liste. On a commencé effectivement, tout est parti du projet Central Park, donc de la phase de pseudo-concertation qui a été organisée. Et voilà, petit à petit, on s'est regroupés les uns avec les autres et on s'est aperçu qu'au-delà du projet de Central Park, il y avait d'autres projets sur lesquels on pouvait proposer une alternative à ce que nous donnait la majorité de l'époque. On parlera tout à l'heure de ce projet Central Park. Vous êtes à titre personnel, Valérie Bain, un soutien de La République En Marche. Est-ce que ça ne rentre pas en ligne de compte dans cette liste? Il n'y a aucune investiture qui est revendiquée? Oui, alors donc moi je dirige un collectif en fait, et ce qui m'intéresse c'est les projets au niveau de la municipalité. Ces projets-là, on parle de sécurité, on parle de santé, on parle d'urbanisme. Ça va au-delà en fait des étiquettes politiques. Donc je dirige une liste citoyenne, ouverte et plurielle. Et voilà, il n'y a pas de soutien ni de loin ni de près sur notre liste citoyenne. Et il y a un autre angle affiché aussi dans cette candidature, c'est de promouvoir la démocratie participative. Comment vous verriez les habitants davantage associés à la décision communale? Est-ce que ce peut être au travers, par exemple, de budgets participatifs, comme on peut voir fleurir sur d'autres communes? Comment vous voyez les choses?
Alors là, on voit en période d'élection que tout le monde va à la rencontre des Villepreusiens, donc ils sont extrêmement sollicités, on leur demande leur avis, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir cette dynamique, mais tout au long du mandat, de communiquer sur les propositions et puis donc d'aider les Villepreusiens qui le souhaitent à monter des projets avec l'appui de l'équipe municipale, à les présenter en fait à la municipalité, enfin aux habitants de Villepreux qui eux-mêmes définiront les priorités, puisqu'effectivement, on ne pourra pas tout faire en même temps. Et effectivement, en fonction des projets, il y a des projets qui n'ont pas besoin de financement, et s'il y a des projets qui ont besoin de financement, il y aura une partie du budget qui sera soutenue. Mais ça, ce sont les Villepreusiens qui arbitreront entre les projets et au niveau des enveloppes budgétaires. Alors, juste avant de parler de vos priorités, votre regard, quel regard vous portez sur les deux mandats effectués par le maire Stéphane Mirambeau, qui est donc maire depuis 2008 à Villepreux? Écoutez, il y a des choses qui sont bien, qui ont avancé comme au niveau national. Il y a beaucoup de communes qui ont avancé sur justement les pesticides, sur les cantines bio. Enfin voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont favorables à la population. Après, nous, le problème qu'on a sur Villepreux, c'est la multiplication des programmes immobiliers dont on ne voit vraiment pas le sens. Et ça, on n'arrive pas à comprendre où veut nous emmener cette municipalité. Il y a le programme Central Park, notamment, que vous évoquiez tout à l'heure, un écoquartier de 19 000 m² dans le secteur du Trianon et de l'ex-RD 298. Ça, c'est un projet que vous voulez geler. En tout cas, c'est l'une de vos promesses si vous êtes élu. Pourquoi il faut l'arrêter aujourd'hui, ce projet? En fait, là, on vient d'avoir un quartier qui s'appelle les Hauts du Moulin avec une première tranche de à peu près 500 logements. On attend une deuxième tranche de 500 logements, donc on arrive déjà à 1000 logements à intégrer dans ce quartier-là. On nous repropose à nouveau 250 logements dans cet espace de verdure, en nous expliquant qu'en mettant des bâtiments, on va augmenter l'espace vert. Donc pour nous, là, on est dans une crise de croissance au niveau de la ville. Il faut déjà qu'on absorbe en fait les nouveaux arrivants de Villepreux, qui sont les bienvenus, qu'on leur fasse partager notre qualité de vie et nos valeurs. Et après, on pourra réfléchir à est-ce qu'on a encore vraiment besoin de transformer ces espaces verts en immeubles. Ça a l'air d'aller un peu à contresens en fait avec ce que demandent les Villepreusiens. On précise tout de même que la loi impose un quota de 25% de logements sociaux à l'horizon 2025. Aujourd'hui, Villepreux est aux alentours des 20%. Les communes qui ne respectent pas ces rythmes de construction se voient infliger des pénalités. Comment on compose avec cette contrainte imposée par l'État et aussi respecter la transition écologique? Voilà, comment on allie tout ça et comment on respecte ces contraintes de l'État? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est assez paradoxal, mais quand vous construisez 100 logements et que, du coup, vous faites 25 logements sociaux, eh bien, comme au total, vous avez augmenté le nombre de logements, quelque part, le pourcentage que vous gagnez est minime, en fait. Donc, la seule façon, c'est que nous, on envisage, c'est de construire de toutes petites unités, mais uniquement de, par exemple, 10 logements sociaux. Voilà, 100% de logements sociaux sur 10 logements. Ça fait plus de bénéfices, en fait, que de construire 25% de logements sur une unité de 80. Voilà. Alors, donc c'est une alternative à ce qui est proposé actuellement. L'une de vos priorités également, c'est l'offre culturelle. Vous souhaitez donner un nouveau souffle au théâtre de Villepreux. C'est un équipement de 430 places. Quel est le problème avec ce lieu ? Eh bien, je ne sais pas quel est le problème. En tous les cas, la municipalité actuelle avait axé énormément ses investissements sur le sport, etc. La culture était... elle n'a pas même été mise de côté, elle a été ignorée pendant 2 mandats. Voilà, nous, on a intégré la SKY depuis 2016. On voit bien que les offres culturelles sont organisées et on se dit qu'avec ce magnifique théâtre de 430 places, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc il faut davantage travailler sur ce sujet avec la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines ? Oui, c'est absolument une ressource pour nous, en fait, cette communauté d'agglo. Voilà, la vocation, c'est de faire des économies d'échelle, de mutualiser des moyens. Donc nous, on veut absolument aller dans ce sens-là pour l'ensemble des sujets qui concernent la municipalité et la communauté d'agglo, mais en particulier pour la culture. Mais justement, Villepreux fait partie de l'agglomération depuis 2016. Quel regard vous portez sur le travail mené au sein de cette agglomération, sur la place aussi que Villepreux occupe dans cette agglomération? Je précise que la commune est plutôt bien représentée avec le maire Stéphane Mirambeau qui a une vice-présidence aux finances et également Sylvie Sevin-Montel qui a une délégation à l'école innovante et à la modernisation pédagogique. Quelle place, quel regard vous portez sur cette place de Villepreux ?
Écoutez, sur ces sujets-là qui sont traités, forcément, ils avancent avec les autres, mais d'une façon générale, nous, dans le cadre de la préparation de cette campagne, tous les experts qu'on sollicite au niveau de la SKY ou etc., on s'aperçoit que finalement, il y a des compétences à la SKY et qu'elles ont peu accès en fait aux Villepreuxiens. Donc je pense que le rôle de la municipalité, par exemple pour la rénovation énergétique, il faut qu'on permette à ces expertises qui sont au niveau de la SKY de diffuser leur message, d'en faire bénéficier l'ensemble des Villepreusiens. Davantage de pédagogie, expliquer les compétences d'une agglomération. Exactement, faire du lien. Par exemple, l'école des Hauts du Moulin qui est actuellement construite, là, une école de 16 classes, elle est construite uniquement par la municipalité sans le soutien des équipes techniques de la SKY. C'est quelque part une aberration. Un dernier mot, on arrive à la fin de cet entretien. Votre prochain rendez-vous de campagne ? Alors, nous invitons tous les Villepreusiens à venir nous rejoindre à notre réunion publique samedi prochain, 25 janvier, à 16h à l'Annexe. Et puis, pour ceux qui ne pourraient pas venir, il y a une prochaine réunion qui aura lieu le samedi 29 février aussi. Et enfin, une dernière réunion le samedi 7 mars. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux ou venir à notre rencontre. Nous sommes souvent présents sur le marché. Merci Valérie Bain, tête de liste d'Agir avec vous pour Villepreux. Et outre votre candidature et celle de Sylvie Sevin-Montel dont on parlait tout à l'heure, la candidature aussi du maire sortant Stéphane Mirambeau, celle du délégué départemental du MoDem Jean-Baptiste Amonique, enfin Kouros Golgolab qui conduira la liste tout simplement Villepreux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nouvelle édition à retrouver demain jeudi sur notre antenne. Belle soirée sur TV78.